plaisir d'accueillir Joël Labbé dans les Landes. Ça faisait un moment que tu n'étais pas venu. Hein. Et pour la sortie de son livre et également pour la table ronde. Donc Joël a été sénateur pendant 2 mandats. Et donc dans ce livre, il nous raconte un peu son expérience. Et je te laisse la parole pour présenter un peu le travail de ce livre avant de poser les questions et d'aller un peu plus loin. Merci. Eh bien, en tant que Breton, je suis tout heureux d'être là, dans le sud, dans votre sud. Et comme je bouge un petit peu, j'étais sénateur jusqu'au mois d'octobre, je savais que je n'allais pas être à la retraite, et mes convictions sont telles que il y a le livre, et je suis assez demandé, donc je me balade, c'est pas tout à fait le mot, mais je me balade quand même un petit peu partout en France, et ailleurs. J'étais à Liège hier et avant-hier. Voilà, donc au passage venir ici, alors je connais bien Laurence, j'apprécie bien Laurence. Voilà. Et voilà, bon. C'est le livre qui me fait venir ici. Le livre, il a une histoire. Avant de parler de mon histoire, je vais parler du livre. Enfin, ou 2 mots de mon histoire. Donc, j'étais sénateur pendant 12 ans, de 2011 à 2023. Voilà. Il y a 3 ans, alors Françoise Nyssen, qui a été ministre de la Culture par le passé, du premier mandat à Macron, j'avais fait sa connaissance parce que j'avais assisté aux cantines rebelles à la mairie de Paris. Les cantines rebelles, c'est un label et des trophées sont remis à la mairie de Paris chaque année. Ce sont des cantines qui réussissent à être 100% bio. Et c'est un mouvement drôlement intéressant. On m'avait demandé si je voulais bien être le parrain, et la marraine c'était donc Françoise Nyssen, ex-ministre. Et puis bon voilà, on discute les uns et les autres, on fait connaissance. Et puis elle me dit, j'ai apprécié ce que tu dis, ce serait bien que tu viennes au festival d'Actes Sud, la maison d'édition Actes Sud, à Arles, un festival Agir pour le vivant. Voilà, donc j'étais disponible en août, je vais à ce festival. On me demande de parler sur les sujets sur lesquels je travaillais, les pesticides, on va en parler tout à l'heure, mais aussi les plantes médicinales, l'agriculture biologique, tout ça étant cohérent. Donc j'en parle, il y avait 200 personnes, et voilà, donc voilà, échange avec le public, et ça allait bien fonctionner. Et Françoise me dit, à la fin, mon conjoint, mon compagnon, Jean-Paul Capitani. Alors Jean-Paul Capitani, c'était le big boss d'Actes Sud, la grande boîte d'édition. Il voudrait te voir, voilà. Alors, je le rencontre et il me dit, j'ai jamais entendu un sénateur parler comme ça, je ne savais pas que ça existait. Ce que vous avez dit là hier soir, ce serait bien que ce soit écrit. J'ai dit, oui, écrire, j'y ai pensé, mais ça, ce sera quand je serai à la retraite. Et il me répond, oui, mais à la retraite, ce qu'on écrit, ce sont des mémoires. C'est pas ce que je vous demande, ce que vous dites là, ce que vous vivez là en tant que politique, si vous l'écrivez, moi je vous édite. Donc ça m'avait déstabilisé parce que j'avais déjà plein de boulot. Et donc il y a une personne qui s'appelle Sabrina Delarue, qui est metteur en scène de théâtre, avec qui on avait fait un film, enfin on en parle peut-être plus tard, ici on en parle dans le bouquin. Et elle me dit, si tu veux, je fais de l'accompagnement à l'écriture, on peut faire une forme d'entretien, ça sera plus facile pour toi. Donc l'entretien convenait bien, et du coup il en est sorti le bouquin L'Utopie et la vie, avec un clin d'œil à René Dumont. René Dumont, premier candidat écolo aux élections de 1974, c'était la première fois où je votais. Je l'avais entendu, la politique c'était un peu loin dans ma tête, je l'avais entendu, je me dis c'est celui-là qui a raison, et je m'étais intéressé à ce qu'il avait fait. Et son livre, notamment L'Utopie ou la mort, si on n'était pas capable de mettre en place des utopies, c'était la mort de la planète avec cette croissance insensée. On aurait dû l'écouter un tout petit peu plus. Voilà. Et en même temps, parce que j'ai parlé des pesticides, en même temps je me suis intéressé à tout ce qui s'écrivait à cette époque. Et il y a eu le livre de Rachel Carson, Printemps silencieux, qui démontrait, c'était en 1962, les périls vers lesquels on allait si on continuait à l'utilisation des pesticides. Celle-là, on aurait bien fait de l'écouter également. Oui. Celui d'entretien avec Sabrina Delarue n'est pas non plus que la première coopération, puisque donc vous avez tous les deux travaillé sur Au risque d'être soi, qui a été un documentaire quand même qui
qui a été un grand moment de ta vie. Donc c'est dans le livre, mais si tu peux en dire quelques mots, parce que c'était un défi quand même pour toi ce documentaire. Alors, ça va être un petit peu haché, j'espère que vous allez vous y retrouver. Donc je suis sénateur. Quand non, c'était pas prévu que je le sois. Enfin, quand on est candidat, on prend le risque quand même d'être élu. Mais j'avais tellement peu de chance que je n'avais pas bien préparé mon truc. Je connaissais pas les codes, la manière de parler. Donc je suis élu, il y a l'euphorie et tout d'être élu, de représenter des gens. Et je m'étais dit, je vais garder mon style, j'ai pas envie de changer parce que voilà, je ne vais pas rentrer dans le moule. Et la première fois que j'interviens, je cite Bob Dylan parce que The Times They Are Changing. Je rappelle que cette chanson c'était dans les années 60 et que depuis les temps, s'ils ont changé, c'était pas dans mon sens. Et que maintenant j'espérais bien que les temps allaient changer et que j'allais y contribuer. Alors je me suis fait moquer évidemment, sauf que les journalistes de Public Sénat m'entendent et me demandent d'aller aux actualités le soir pour. Comme il me taxait de sénateur rock'n'roll, ce que j'assumais. Voilà, donc ça me donne un éclairage que je n'attendais pas. Et puis, il y a un journaliste de Libé qui voit ces actualités, qui m'appelle pour me dire j'aimerais bien faire une quatrième de couverture, parce que c'est quand même étonnant de voir quelqu'un comme vous qui arrive au Sénat. Donc le mec était sympa, je dis pourquoi pas. Donc il fait un bon papier, c'était assez juste, donc j'ai pas à critiquer. Donc quatrième de couve de Libé, ça donne encore un nouvel éclairage. Et il y a un réalisateur de documentaire qui s'appelle Jean-Jacques Roux, il est breton, et lui il lit l'article dans Libé, et il se dit celui-là, il est breton en plus, un animal comme ça, il faut que je puisse voir si je peux pas travailler avec lui. Alors, il prend rendez-vous, il me dit moi ce que je voudrais, on se tutoie rapidement, comme tu n'es pas du tout fait pour être là, moi ça m'intéresse, mais tu as complètement ta place, ça m'intéresse bien de voir comment tu vas évoluer avec le temps. Donc, alors il était sympa, j'ai accepté, mais c'était très pesant d'avoir les caméras au Sénat, les caméras dans le Morbihan et tout. Alors au Sénat c'était assez terrible, parce qu'il y a plein de parlementaires qui rêvent d'avoir les caméras, et ils me voyaient, moi, qui avait la gueule différente, avoir les caméras, certains, ça les énervait. Donc moi, ça me dérangeait qu'ils soient énervés, mais par contre, je le subissais, j'avais signé. Et au bout de 6 mois, il me dit, je ne connaissais pas le producteur, avec le producteur, on voudrait te voir, c'est pas des choses très agréables qu'on va avoir à te dire, mais on va te les dire quand même. Alors ils me disent, voilà, on a des bonnes images, on a de quoi faire un bon documentaire. Par contre, tu es tellement pas clair dans ta façon de t'exprimer, tu t'embrouilles, tu t'énerves quand il y a les débats. On y a réfléchi, nous on te propose de mener un travail de prise de parole, d'assurance sur soi, pour te faire avancer. Et ça, ce qu'on te propose, c'est de le filmer et d'en faire un film. C'est parce qu'ils étaient sympas que j'ai accepté, parce que si j'avais su, je l'aurais jamais fait. Et donc ils ont pris une metteur en scène de théâtre qui s'appelle Sabrina Delarue. Et donc il m'a coaché, alors je voulais pas de coaching, on m'a dit non mais c'est pas du coaching, ce qu'on va t'apprendre c'est un travail de comédien. Alors, je dis mais la politique c'est pas de la comédie. Non mais c'est la même chose, tu as un propos à donner à un public, il faut qu'il soit le plus clair possible et le travail de comédien est excellent pour ça. Alors les respirations abdominales, tout ça, les points d'ancrage, utiliser les silences et tout ça. Enfin, j'ai appris tout ça, tout en restant, parce qu'il m'avait dit aussi, on n'a pas envie de te formater, tout en restant normal. Alors c'était un petit peu compliqué, mais je me suis rendu compte après coup qu'ils avaient vachement réussi leur coup, parce que moi ça m'a appris plein de choses et ça m'a donné beaucoup de confiance en moi. Et ça a fait donc un film qui s'appelle Au risque d'être soi, voilà, qui est en documentaire, qui peut encore circuler. Enfin, voilà. Ça, c'était l'histoire du film et l'histoire du livre. Maintenant, ce qu'il y a dans le livre, en fait, c'est toute ma vie. On avait discuté comment on fait ça, comment t'en es arrivé là, pourquoi, comment s'expliquent les choses. Alors, elle commence dans ma petite enfance. Mes parents étaient des petits paysans en Bretagne. Une toute petite ferme. Évidemment, c'était bio parce que tout le monde était bio à l'époque. Il n'y avait pas ce qu'on appelle les produits qui sont arrivés après. J'étais ultra timide, enfin j'étais timide maladif, donc j'aimais être tout seul, j'avais les trouilles des gens,
parce que j'étais comme ça. Et je me plaisais bien dans les champs, dans les bois, dans les landes, et souvent je m'isolais. Et c'est après que je me suis rendu compte que je me suis imprégné de tout ce qu'on appelle maintenant la biodiversité, tout le vivant de la terre et des prés, des champs. Je me suis très imprégné de tout ça. Voilà. Ensuite j'ai grandi. Ensuite donc, il y a eu René Dumont que je découvre et qui là me donne une picouse d'écologie, et ça ne m'a jamais quitté après. À 25 ans, en 1977, comme j'étais de cette commune de Saint-Nolff, j'y étais né, on me dit ça serait bien que tu viennes dans le conseil municipal et tout. Et moi je leur dis non, j'ai autre chose à faire. Oui, à cette époque j'avais déjà 3 enfants. Parce qu'on a été parents, on n'avait pas 20 ans, c'était l'époque de l'insouciance, et voilà, on a eu un bébé très rapidement, j'ai arrêté mes études, enfin bon, c'est plus tard. Et j'ai pas envie d'aller dans le conseil municipal, mais ils insistent, et puis je suis candidat quand même, presque à mon corps défendant, mais c'était nominatif. Et il se trouve que je suis le plus élu de tous les candidats. En fait, il y a des explications, c'est je joue au football, voilà, malgré mes grands cheveux, tout le monde me connaissait, et j'étais plutôt convivial. C'était pas sur mes qualités que j'avais été élu, mais c'est parce que j'étais sympa. Enfin, et du coup, je me retrouve adjoint, et j'étais adjoint à l'environnement, enfance, jeunesse et tout ça pendant 2 mandats. Et c'était plutôt bien, j'avais pas d'autre ambition que ça. Il y avait un maire, je faisais mon boulot et ça me plaisait bien. Voilà, j'avais ma famille, j'avais mon travail. Voilà. Et puis arrive un. Oui. Ouais. Non, c'est pas ça. Je voulais rebondir sur 1992 et le sommet de Rio qui a été pour toi assez révélateur et qui t'a indiqué politiquement une nouvelle voie. Par rapport à ce sommet de Rio en 1992, quelle a été cette prise de conscience qui après aiguillé un peu ton action politique? Merci. Oui, donc j'ai fait 2 mandats avec un maire. Ensuite, il y en a un autre qui arrive, parce que le premier est décédé, un autre qui arrive en 2000. Oui, c'était 1988, je dis bien. Et ce maire, je n'allais pas du tout avec lui. Donc je rentrais en opposition carrément. Et j'étais tellement écœuré que j'étais très en colère. Et je montrais mes colères et j'en avais marre. Et je me disais, de toute façon, je finis mon mandat. Si je le finis, et après je vais faire autre chose parce que la politique, c'est pas pour moi. Mais j'étais toujours écolo. Et arrive le sommet de Rio 92, et j'apprends par l'actualité l'existence de ce sommet. Et là, je m'y intéresse. Et donc là, c'est le sommet où je crois que c'est 140 chefs d'État réunis qui tirent les sonnettes d'alarme et qui là disent clairement si on continue sur cette trajectoire, la planète est en danger. Et à ce moment, il y a un des axes qui dit tout va pas venir d'en haut. Ce sera bien, il faudrait que ce soit approprié par le terrain. Et ils ont imaginé un processus qu'on appelle Agenda 21. Les collectivités adoptent un Agenda 21 sur leur territoire et toutes les décisions qu'ils prennent sont liées, prennent en compte le développement durable avec les trois piliers, économie, sociale, 4, culturelle et environnementale. Et là je me dis, ça donne du sens à la politique, ça m'intéresse. Et du coup, au lieu de vouloir arrêter les frais, je suis très motivé, très mobilisé, et je me dis, je m'en fous, on va peut-être perdre, mais on va pouvoir s'exprimer et offrir du choix à la population. Et en 1995, contre toute attente, je me retrouve maire de Saint-Nolff, donc c'était 4000 habitants, pas tout à fait 4000 à l'époque, et puis voilà, donc on met en place, j'y arrive avec une bande de copains. Moi j'avais été adjoint, je connaissais la gestion. Les copains, ouais, maintenant on va faire ci, on va faire ça. Je dis, attendez, alors calmez-vous. On va d'abord démontrer aux autres qu'on est aussi capable de bien faire les choses qu'eux, à savoir l'assainissement, à savoir le fonctionnement des écoles, les routes. Et après on verra. Donc, pendant 2 ans, on a travaillé dur là-dessus pour bien démontrer qu'on était à même de gérer les affaires. Et puis ensuite, donc l'agenda 21 est arrivé. Alors, il a fallu communiquer sur pourquoi un agenda 21. On était la première commune de Bretagne à intégrer un agenda 21. J'aimais la musique, donc on lance un festival de musique. Le but, c'est un festival militant. Ce disant, les jeunes, ils demandent, d'abord la musique, ça leur plaît, ça permet de se rassembler, mais aussi en termes de questionnement, beaucoup sont en demande, et donc on a fait un
un festival militant qui a bien fonctionné, qui a eu 17 000 personnes dès la première année. Voilà, donc, mais ça, c'était aussi un acte politique, comme je le disais, pour rayonner, parce que pour moi, il fallait que Saint-Lô, c'était une chose, mais puisqu'on avait des convictions, il fallait que ça rayonne plus que ça. Donc voilà, on a fait tout ça. Suite au premier mandat, certains disaient il va faire un mandat, puis après il va aller se ramasser. Donc suite au premier mandat, j'ai été réélu avec mon équipe. Et puis je n'étais pas content du conseiller général du canton. Maintenant c'est conseiller départementaux, c'était un conseiller général qui faisait du clientélisme. Comme je n'étais pas de son bord, il ne me faisait pas de cadeaux. Et sans rien demander à personne, je dis mais je vais être candidat au conseil général et on verra bien. C'était perdu d'avance, il était vice-président. Je fais une bonne campagne et puis je suis élu réélu maire et élu conseiller général. Et à ce moment-là, puisqu'il y avait des indemnités de conseiller général qui correspondaient à peu près à mon salaire dans un laboratoire où je travaillais, je prends le risque d'arrêter mon activité professionnelle pour me consacrer totalement à l'activité publique. Parce que j'avais des convictions fortes, parce que je sentais qu'il y avait des choses qu'on pouvait faire. Donc là, on est réélu, donc on est conforté, on travaille sur l'éolien, on travaille et l'agenda 21, ça nous donne un sens global à notre action. Et la première des décisions qu'on prend, majeure, après concertation avec la population, c'est de supprimer tous les pesticides sur l'ensemble des espaces publics de la commune. Donc là, ça avait été, on le vote à la majorité, il y a eu du gros débat. Ça n'avait pas été simple parce qu'après on n'avait pas toutes les techniques, on a la volonté de faire et de bien faire, mais bon, voilà, ça n'avait pas été simple. Mais par contre, on avait quand même réussi à le mettre en place. Ensuite, une écocité sur un grand terrain, une écocité qui est en train de se terminer là, où la voiture n'est pas prévue sur le terrain. C'est que des venelles et les voitures sont dans des parkings de périphérie. Alors c'était pas populaire ça du tout. Et mon point de vue, comme pour les mauvaises herbes, il fallait absolument communiquer, donc on faisait des débats, on expliquait pourquoi, et de plus en plus de gens se posaient la question et trouvaient qu'on n'avait plutôt pas tout à fait tort. Ce qui fait qu'en 2008, on a été réélu encore, et puis j'ai été réélu conseiller général aussi, et puis président du parc naturel régional du Golfe du Morbihan. Ça me plaisait bien aussi, parc naturel régional. Voilà. Et puis ensuite, de fil en aiguille, j'adhère à Europe Écologie Les Verts. C'était la première fois que je rentre dans un parti politique. Mais comme j'étais écolo, c'était pas difficile. J'avais fait connaissance avec Yannick Jadot. Quand on avait le festival, c'était en partenariat avec Greenpeace. Et Yannick Jadot était directeur des campagnes de Greenpeace. On avait sympathisé, voilà. Et puis Yannick me dit je vais être candidat pour le Grand Ouest, j'aimerais bien que tu viennes sur ma liste. Là encore, c'est pas pour faire des manières, mais je dis non, mais moi je suis local, il avait insisté, donc j'étais allé candidat sur sa liste. Et là, j'avais trouvé ça vraiment, vraiment intéressant. Et c'est à ce moment-là, on avait une écocité, donc j'ai été appelé au ministère de l'Environnement pour intégrer le comité de pilotage des écoquartiers, pour le zéro phyto, comité de pilotage zéro phyto également, et comité de pilotage agenda 21. Donc, et là, je voyais ce qu'on pouvait faire au-dessus. Et je me suis dit, on est un petit peu coincé dans nos communes, c'est là-haut qu'il faut faire bouger. Et c'est là où je prends la décision d'être candidat pour les sénatoriales. Alors là, contre toute attente, je suis élu. Voilà. 2011, ouais. Alors, avec beaucoup de difficultés et beaucoup de souffrance, j'ose dire le mot, parce que au début, il y a l'euphorie et tous les gens, c'est super, machin. J'arrive là-bas dans le monde parisien et le monde de la politique parisienne, et je connais pas bien comment ça marche. Et je veux rester quand même, de garder ma personnalité particulière. Ça a été pas simple. On s'est moqué de moi, on a été pour certains méprisants, rien que du regard, je sentais que j'avais rien à foutre parmi eux. Et c'était pas tout ça, parce qu'il y a aussi des gens, voilà. Et souvent j'ai même pensé partir, arrêter, parce que je ne me sentais pas, j'avais des complexes d'infériorité, et je me disais j'ai fait une erreur et je ne suis pas à la hauteur de ce qu'attendent les gens de moi. Ça a été jusque-là. Mais après je me dis je ne peux pas démissionner, donc je me suis mis à bosser. Ouais. Quand même, il était combattant, parce que dès 2012, début 2012, il a rejoint donc la mission d'information sur les pesticides.
avec sur 6 mois le travail sur par rapport à la biodiversité, à la santé, et ce qui l'a amené après à faire voter la loi Labbé. Donc même si ça a été difficile, t'as pas baissé les bras. Ouais, donc j'avais décidé de rester, donc je ne baissais pas les bras. Mais par contre, la mission d'information sur les pesticides et leur impact sur la santé et l'environnement est arrivée comme une aubaine pour moi. Parce que je voulais crocher dedans, mais je ne savais pas trop comment, je savais quel sujet. Tout. Et là, cette mission, je ne savais pas que les missions d'information, ça existait. À quel point je n'avais pas de culture politique. Et je découvre ça, je représente le groupe écolo dans cette mission. On était 10 écolos. Donc il fallait un ou plusieurs représentants par groupe. Nous, comme on était un petit groupe, il y avait un représentant, donc c'était moi. Et donc j'ai participé activement à cette mission. Et j'ai vu que c'était un travail extrêmement intéressant d'aller auditionner les agriculteurs qui utilisaient les pesticides, ceux qui ne les utilisaient pas et qui démontraient qu'on n'en avait pas besoin, les familles, on a reçu des familles d'agriculteurs malades ou décédés, une cancérologue de Bordeaux qui nous dit voilà, moi je suis cancérologue, mais j'ai dû me spécialiser dans le cancer du vigneron, qui est le cancer de la vessie, tellement il y en a ici. Un chirurgien pédiatre de Lille qui dit moi je suis chirurgien pédiatre, je me suis spécialisé dans les malformations génitales des nourrissons, tellement il y en a ici en lien direct avec les pesticides. Jean-Marie Pelt sur la biodiversité, enfin plein de 6 mois d'audition. Moi, je trouvais ça drôlement intéressant. J'étais conforté, si on peut le dire, dans ce que je pensais, mais je me disais, mais c'est bien parce que tout le monde entend la même chose. Et c'est là où, comme je suis quelqu'un qui ne lâche pas, il y a eu la ah, pardon. C'est quelqu'un qui ne lâche pas. Ouais. Alors, je commençais à prendre de l'assurance parce que d'abord, ce groupe de la mission, c'était gauche et droite, c'était un peu tout le monde, mais quand on est 6 mois à travailler ensemble, on finit par sympathiser quand même, on n'est pas à couteau tiré tout le temps. Et ils voient comment je fonctionnais aussi, donc là, je commençais à être un petit peu respecté et admis. Et il y a un moment, quelques auditions avant la fin, on est accompagné par ce qu'on appelle les administrateurs du Sénat. Ce sont vraiment des grosses têtes, dans le sens des tronches. Le concours d'entre Sénat administrateur, c'est l'un des plus exigeants en France. Et donc je voyais bien les administrateurs, comment ils travaillaient pour bien suivre la mission, retranscrire en écriture et tout. Et il y en a un, je peux leur parler maintenant, il s'appelle Michel Beck, il était à l'approche de la retraite, et il me dit, il me tape sur l'épaule, il était tout le temps froid comme ça, il me tape sur le monsieur le sénateur, je ne devrais pas vous dire ce que je vais vous dire, parce que je suis tenu par l'obligation de réserve, mais je vous le dis quand même, quand je vois l'intérêt que vous portez à ces travaux-là, j'espère que le rapport, il va pas rester dans un placard cette fois-ci. Alors, je dis, mais je ne sais pas, enfin, je vais voir ce que je peux faire, mais je n'en savais rien du tout. En tout cas, en me disant ça, moi qui n'étais pas trop sûr de moi, ce monsieur que j'admirais, là il m'a bien boosté pour aller faire ça. Il ne m'a rien dit après, il a juste... voilà. Et le rapport, il est voté en séance, où il y a tous les membres et au-delà même. Et puis moi je vote le rapport, en tant qu'écolo je vote le rapport. Et chaque écolo, chaque membre, non, il y a un orateur par parti politique, moi je parle pour les écolos. Je dis voilà, je trouve qu'on n'est pas allé assez loin encore, mais on a quand même fait un certain nombre d'avancées et je vais aussi voter le rapport, malgré tout, parce que c'était aussi de la stratégie pour me mettre avec tous les autres. Et je finis par leur dire, j'y avais pensé la veille, et je vais préparer une proposition de loi visant, on écarte l'agriculture parce que l'agriculture c'est la loi d'avenir agricole, c'était 2014. Mais par contre, tout ce qui n'est pas agricole, je sais ce que c'est, puisque je l'ai appliqué sur ma commune, on peut s'en passer, et dans les jardins domestiques aussi, pour avoir discuté avec les jardiniers bio et tout, on pouvait s'en passer. Et donc là, j'ai la niaque, et je leur dis, en les regardant bien, en regardant le ministre, si une proposition de loi comme celle-là ne passait pas, après ce qu'on a entendu, ce serait désespéré de tout. Enfin, je laisse regarder en l'air et tout, et je descends de la tribune, on me dit Joël, t'es bien gentil, mais ici c'est pas comme ça que ça marche.
tu vas travailler sur ta proposition, mais ne rêve pas, elle ne passera jamais. Entre l'Europe, entre les lobbies, ça ne pourra pas passer. Donc je suis quelqu'un qui est de tenace. Et puis je me suis donné un an. Nouvelles auditions, refait venir mes collègues pour bien entendre les choses et tout. Et puis du fait que ça s'est su que j'avais cette motivation-là, la presse avait commencé à en parler, la ville de Versailles, alors, la responsable des espaces verts de la ville de Versailles, qui s'appelle Cathy Vias-Morin, elle m'appelle pour me dire c'est vraiment super ce travail que vous menez, je voudrais bien que vous veniez à Versailles voir les travaux qu'on a menés. Donc j'y suis allé. C'est elle qui avait tout pris ça en main. Il y avait eu un décès parmi ses personnels. Et elle a dit maintenant on n'utilise plus les pesticides. Et elle avait démontré à ses élus, à budget constant, qu'elle était à même de s'en passer. Et ça ne se savait pas. Et du coup, je suis allé visiter là-bas, j'ai rencontré le maire qui était, lui, fier que ça soit sur sa commune. Et moi, j'étais très heureux parce que les communes avancées, elles étaient plutôt à gauche qu'à droite. Et là, Versailles qui venait là, je me dis, on va avoir Versailles en allié. Les autres, ils ne pourront pas dire que c'est une histoire de gauche ou d'écolo, il y a aussi Versailles. Et je reconnaissais complètement le bon travail qui était fait sur Versailles. Et puis il y a aussi les jardineries et tout le business autour des pesticides. Monter au créneau, notre système économique va plonger, vous allez faire fermer les jardineries et tout. Il y a quelqu'un de la jardinerie botanique, je ne sais pas si vous connaissez les botaniques qui sont surtout dans le sud-est de la France. Depuis 2008, ils s'interdisaient de vendre les pesticides. Ils vendaient des produits alternatifs. Et le mec s'appelle Stéphane Dallouin. Il me dit, ben, moi je peux témoigner que les jardineries elles peuvent très bien fonctionner sans pesticides. Et c'était autant de sujets qui m'avaient bien aidé. Et alors, mais seulement on était 10 écolos pour avoir une majorité, parce qu'après c'est le vote. Hein. Et donc stratégie d'une part, mais aussi une forme de rentre-dedans. Mes collègues qui étaient venus dans la mission et qui ne pensaient pas, alors leur parti, il ne fallait même pas leur en parler. Moi je leur disais, les yeux dans les yeux, après ce que tu as entendu là, tu vas quand même pas voter contre. Ouais, mais il y a les mots de... Non, je vais te rentrer dedans. Et alors c'était certain, bon, je vais pas voter pour, mais je vais m'abstenir. Et on a eu un certain nombre comme ça, ce qui fait qu'on a pu avoir une majorité, parce qu'il y en avait quand même un certain nombre qui étaient complètement d'accord. Donc elle est devenue la loi Labbé, elle a été appliquée 2017 pour les collectivités et 2019 pour les jardins, enfin tout ça fonctionne. On avait écarté les cimetières et les terrains de sport. Les cimetières, moi je savais ce que c'était, ça avait été compliqué sur ma commune, et en 2009, il y a eu un été pluvieux, je rentre de vacances en Ariège, j'étais en vacances en Ariège, je rentre de vacances, on m'appelle, Joël, il faut que tu vois une famille, il y a eu des obsèques en fin de semaine dernière, ils veulent te voir, ils ne sont pas contents du tout. Alors je vais voir le cimetière, je me dis, oh là je suis mal barré, parce que dans ces cas-là, il y a un deuil, on ne peut pas se rattraper. Donc je m'excuse platement, ils sont dans mon bureau, ils pleurent. Joël, tu respectes même plus les morts, tu as oublié que ton père était là. Là, je le prends très fort et je suis mal. Mais je fais une réunion de crise, on ne va pas utiliser des pesticides, mais maintenant le cimetière, on prend de la main-d'œuvre en insertion si besoin, mais le cimetière, il faut toujours qu'il soit hyper net, comme le monument aux morts, comme ces endroits sensibles. Et quand je présente ma proposition de loi, pour les cimetières, alors tout de suite ça monte au créneau, vous ne vous rendez pas compte dans quel état vous allez mettre les maires et tout, la population ne supportera pas que les cimetières soient mal entretenus. Et je n'ai pas insisté, j'ai dit bon, s'il n'y a plus que les cimetières, on va déroger pour les cimetières, pas obligation dans les cimetières. Après ça a coincé pour les terrains de sport, c'était beaucoup le foot dans le nord et l'ouest, et beaucoup le rugby dans le sud. Dans votre sud à vous. En tout cas, les terrains ils doivent toujours être nickel, et puis avec les produits, ils arrivaient à faire des terrains nickel. Donc ça coinçait aussi, pas de majorité s'il y avait les terrains de sport. Et donc on a aussi écarté les terrains de sport. Autour de moi, on disait, Joël, tu lâches trop, c'est une loi avec trop de dérogations, ça ne marche pas. Moi, je leur disais, moi, ce que je veux, c'est que la loi, elle passe. Et le reste, on en parlera après. Et du coup, elle est passée comme ça. Et les cimetières, au fil du temps, un certain nombre de communes, et de plus en plus nombreuses, n'ont pas utilisé les pesticides et ont essayé de trouver les alternatives aux pesticides. Et où ça a le mieux marché,
c'est les communes qui végétalisent leurs cimetières. Au lieu d'essayer de contrôler toutes les herbes, on en plante, on en sème et on les gère, on les entretient. Ce qui fait, alors il y a un sociologue qui s'est intéressé à ça et qui dit mais cette loi-là, elle a provoqué une révolution culturelle. À savoir les cimetières par le passé, jusque-là, ils étaient extrêmement minéraux, en France en tout cas, que minéraux d'ailleurs. Et le fait de la loi l'a forcé à une végétalisation rapide qui n'était pas prévue. Et au final, voilà. Et on a pu en 2022 faire en sorte que ce soit aussi interdit dans les cimetières. Et puis les terrains de sport en même temps. Parce que les fédérations, j'ai reçu la fédération de football, celle de rugby, celle de golf. Les pires, c'était le football. Ils venaient avec leurs fournisseurs de produits. C'est absolument pas possible. Donc, alors, pour tous les terrains hors, on a insisté, tous les terrains hors, pour les enfants et tout ça, en disant mais les gamins, ils vont se rouler dedans. Voilà. Par contre, ils ont résisté pour les terrains de grands jeux. Et là, ils ont dérogation jusqu'à 2025. Et là, ils ont apprécié de pouvoir discuter parce que j'aurais pu aussi dire bah non, maintenant c'est bon, ça va être tout le monde. Et là, eux, ils expliquaient que c'était compliqué. Et le président à Toulouse, c'est comment il s'appelle le club de rugby? C'est Toulouse. Stade Toulousain. Le stade toulousain, je savais plus. Donc je suis reçu par le président du stade toulousain, comme on bougeait, et qui tout content de me montrer son stade avec ses équipes, et eux n'utilisaient déjà pas les pesticides. Ils ont des techniques particulières, et avec une pelouse qui est nickel. Ce qui fait que pour 2025, ça va pouvoir être interdit aussi. Ça, c'était pour la petite histoire. Voilà en gros la loi Labbé. La suite, il y a eu l'interdiction de vente aux particuliers aussi. Oui, la deuxième partie, c'est pour les jardins. Donc, les jardins, c'était 2019, donc interdiction d'utiliser dans les jardins, mais pour ça, ça peut utiliser, c'est interdiction de vente, interdiction de production. Alors, il se passe encore, il y a des gens qui ont fait des réserves, comme ils savaient que ça allait être interdit, pour pouvoir continuer un petit peu. Il y a une filière espagnole de fourniture de ce type de produits en France, en clandestin. Alors la police de l'environnement est sur leur dos. Alors c'est la loi, donc c'est interdit. On sait toujours qu'il y a toujours des... par contre, ceux qui se font coincer, ça paye cher. Et les maires, plus aucun, parce que certains maires disaient, nous, avec nos équipes, on va faire quand même. Mais le maire, s'il l'utilise, il est censé appliquer la loi. Là, c'est du pénal sur le maire. Donc les communes, on est tranquille, ça s'en fait. Ça, c'était le... Tu dis dans ton livre, la réconciliation est une notion extrêmement forte à mes yeux. Est-ce que tu penses que justement, politiquement, le fait que tu aies une volonté de réconciliation, c'est un atout pour essayer de trouver des majorités, être médiateur? Et est-ce que tu as rencontré d'autres collègues qui étaient dans cette démarche de réconciliation et de médiation? Oui, ben alors, le monde politique est ainsi fait que ça se crispe très rapidement. Il y a les partis politiques, les appareils politiques. Moi, la question de la médiation et de la conciliation, moi j'aime beaucoup ça, parce que d'abord la solution elle est là. La situation elle est très préoccupante, particulièrement préoccupante. Si on continue à se tirer dans les pattes comme ça, on ne va pas s'en sortir, et c'est véritablement en essayant d'emmener tout le monde, alors tout le monde le plus large possible du monde politique, et le plus large possible aussi de la population. Ça ne viendra pas que de la population. Il y a certains qui disent on ne croit plus à la politique, on fait nous-mêmes. Mais c'est très bien déjà de faire soi-même. Par contre, si ce n'est pas relayé politiquement, il ne peut pas y avoir des politiques publiques qui soient mises en place. Mais beaucoup d'élus politiques font comme s'il n'y avait pas la population, ou du moins ils sont dans leur truc, dans leur machin. La question des lobbies, le lien avec les lobbies, ça je l'ai vécu de l'intérieur. C'est juste abominable, c'est juste abominable. Sur les questions, alors, on peut peut-être en parler tout à l'heure, mais j'ai beaucoup travaillé sur les questions agriculture, alimentation. Parce que les pesticides, j'étais contre les pesticides, mais je ne voulais pas être que contre. Donc j'étais pour les abeilles et les pollinisateurs, pour la biodiversité, pour l'agriculture biologique qui n'utilise pas les pesticides. Les PNPP aussi.
Oui, alors PNPP, préparation naturelle peu préoccupante. Donc ce sont des préparations très simples, mais qui sont de véritables alternatives aux pesticides, qui peuvent être utilisées et qui ont mis une misère pour avoir les autorisations de mise sur le marché. Dans le monde agricole, par exemple, il y a les mammites qui sont bactériennes pour les vaches, et d'ailleurs les chèvres aussi et les ovins. Des éleveurs ont testé des huiles essentielles pour traiter la mamite, et ça marche. Donc on a essayé de faire reconnaître ça, et pour le moment ça n'a pas encore été reconnu. Alors, ils peuvent utiliser pour eux, mais si ça se développe un peu, c'est exercice illégal de la pharmacie vétérinaire, et donc c'est du délit, quoi. Donc, alors, après, forcément, il y a la question de l'agriculture. Parce qu'il ne faut pas se cacher derrière le petit doigt. La grande majorité des pesticides sont utilisés en agriculture. Ça avait été évalué à 10% les jardins et les espaces publics, donc 90% c'était l'utilisation agricole. Tout le monde le sait maintenant, personne ici, il y en a encore qui le nie, l'impact sur la biodiversité il est terrible, terrible. Population d'oiseaux, population d'insectes, insectes pollinisateurs, enfin, tout y passe, les micro-organismes du sol, tout y passe. L'autre aspect, c'est la santé humaine. La santé humaine, maintenant, la maladie de Parkinson est reconnue maladie professionnelle chez les agriculteurs, ainsi que le cancer de la prostate. Mais il y en a d'autres encore qui sont en instance, parce qu'on sait qu'il y a du lien direct entre ce type de maladie et la proximité, enfin l'utilisation des pesticides. Alors la question c'est qu'est-ce qu'on fait? Alors évidemment, nous on s'est intéressé à l'agroécologie. Il y a eu un grand ministre de l'agriculture, j'en ai connu plusieurs, il y en a qu'un que j'ai trouvé qu'il était plutôt bien, il se trouve qu'il est grand aussi, mais c'était Stéphane Le Foll. Et Stéphane Le Foll, il réussissait à résister à la FNSEA. Moi j'ai rencontré des gens de la FNSEA, mais moi je dis les choses comme j'ai à les dire. L'impact, le poids de la FNSEA et de tout le système autour, les grosses coopératives et tout ça, sur le ministère fait que les politiques, elles ne vont pas jusqu'où elles devraient aller. Et lui, Stéphane Le Foll, avait fait admettre la question de la notion de l'agroécologie. Et l'agriculture biologique, c'est une forme d'agroécologie, c'est même la forme la plus aboutie. Et l'agroécologie, c'est comment faire en sorte de produire, et de produire de la qualité en quantité suffisante sans utiliser de pesticides. Et donc ça, c'est un véritable travail. Et ça fait partie des luttes qu'on a menées, qui ont eu du mal à avancer. Pire que ça, il y a eu même des retours en arrière au niveau de l'Europe, mais au niveau de la France. Et pourtant, il faudra bien qu'on y avance. Alors, il y avait une chose qu'on avait réfléchi, c'était prendre l'angle de l'alimentation. Alors, j'ai fait connaissance d'un chercheur qui s'appelle Stéphane Linou, qui est de Castelnaudary, qui lui avait étudié la résilience alimentaire. Alors, son rapport résilience alimentaire et sécurité civile. Et il explique que sur les territoires, alors dans les villes évidemment, mais sur les autres territoires aussi, avec le mode d'alimentation que l'on a, si les circuits sont coupés, soit les circuits de camions, soit les circuits numériques, eh bien, il y a entre 3 et 5 jours d'autonomie alimentaire sur les territoires. Tellement c'est organisé maintenant avec la mondialisation. Et, alors, de son bouquin, on avait sorti une résolution qu'on avait fait débattre au Sénat. Elle n'est pas passée, mais je crois que c'est à 2 voix après, parce que tout le monde avait dit que c'était quand même pas si mal. Et lui, il était allé voir les militaires pour dire, voilà, vous avez des plans de survie sur tel sujet, les plans hors sec et autres, mais alors pour l'alimentation et les militaires, vous avez raison, on n'a pas de plan pour l'alimentation. Alors, c'est partant de là où on s'est dit, ce serait bien qu'on renoue l'alimentation avec les territoires. À savoir, donc, on avait proposé à Stéphane Le Foll les projets alimentaires territoriaux. Projet alimentaire territorial, c'est on met tout le monde autour de la table sur un territoire, élus, parents d'élèves, producteurs, transformateurs, et comment peut-on faire en sorte que
dans les années qui viennent, la plus grande partie de l'alimentation consommée sur un territoire soit produite sur le territoire. Alors là encore, les gens, c'est de l'utopie, c'est mondialisé maintenant. On sait qu'il va falloir qu'on y revienne, on sait qu'il vaudrait mieux qu'on y revienne assez vite et que ce sera l'intérêt des agriculteurs, les producteurs et les éleveurs d'ailleurs, parce que si on fait de la proximité, on supprime des intermédiaires. Non pas qu'il n'y ait pas besoin d'intermédiaires, mais souvent c'est un seul intermédiaire de transformation, de choses comme ça. Et... Excuse-moi, ça va être le sujet de la table ronde après. Là. Ah merde. Et voilà. Et je voudrais garder un peu de temps pour les questions. Donc c'est tout à fait dans le thème, mais c'est après. Donc comme vous avez pu voir, donc il a eu un mandat, 2 mandats très remplis. Donc on a parlé de la loi Labbé qui est un peu la loi phare, mais il a beaucoup travaillé aussi sur l'arboristerie, qui est pas dans ton livre d'ailleurs, j'ai pas vu. Bon. Sur l'arboristerie, l'accaparement, ça y est, j'ai pas tout vu bien. L'accaparement des terres, donc vous retrouverez dans son livre l'agroécologie, le projet de loi agriculture-alimentation qui va passer là. Donc il y a eu une réflexion de Joël dans ce livre. Cette loi d'orientation agricole va être votée en mai, donc il y a de quoi s'inquiéter sur le sujet. Et proposition de loi aussi sur le moratoire sur les pesticides de la famille des néonicotinoïdes et les huiles triploïdes aussi, où tu as travaillé là-dessus. Et la journée mondiale des sols, qui est un sujet très important, et je vous invite à lire, à tout lire, mais c'est vraiment particulièrement intéressant. Et on voudrait peut-être garder un moment pour que tu puisses répondre à des questions. Hein. Et après, tu pourras reparler de tout à l'heure de l'alimentation, qui est justement le sujet central, agriculture, alimentation et climat, comment faire en sorte de sécuriser un peu l'alimentation des territoires. Est-ce que vous avez des questions par rapport... parce que Joël pourrait vous raconter des tas de choses pendant au moins 2-3 heures, mais là tout à l'heure tu continueras. Je vais répondre aux questions. Et là on va répondre aux questions, si vous en avez. Merci. Alors, il y a une question en ce moment qui est quand même très, je dirais, très présente dans l'actualité, que ce soit en Catalogne et en Espagne, c'est celle de l'eau. Bon, d'une part, alors les ressources en eau, c'est une chose, il y a les ressources quantitatives, mais il y a aussi la qualité des eaux. Or, justement, il y a bien un lien entre les pesticides qui s'infiltrent dans le sol et puis la qualité des eaux, ce qui finit à un moment par atteindre évidemment un certain nombre de nappes dans lesquelles on va puiser l'alimentation en eau potable. Bon. Alors, nous n'avons pas actuellement, je crois en gros, hein, en France, vraiment mis en place de solutions, et peut-être que ça n'existe pas encore, je ne sais pas, sur le plan chimique, pour arriver à détecter la présence de molécules, donc de pesticides, dans l'eau. Parce que, en fait, cette alimentation en eau potable, d'accord, elle est filtrée, elle est surveillée. On sait très bien qu'il y a des niveaux quand même en nitrate, etc., qui sont parfois largement dépassés, mais on ne parle jamais des pesticides dedans. Donc là-dessus, est-ce que vous avez donc travaillé et comment est-ce que vous voyez justement l'évolution de ce traitement? Oui, on n'en parlait pas, on en parlait peu des pesticides, c'était surtout les pollutions de nitrate. Mais depuis un moment, il y a eu des... Alors, la recherche évolue aussi, et il y a eu des recherches qui ont été faites, et là, je ne sais plus quel pourcentage, alors de 80% des prises d'eau qui sont touchées par les pesticides. Et il y a des molécules qu'on appelle métabolites, qui ne sont pas décelables, mais on sait qu'elles existent. Et alors, je ne sais plus quelle est la molécule, en tout cas il y en a une, la norme c'était 0,2 mg par litre, alors c'était 0,2, peut-être c'est des microgrammes. Ouais. Et pratiquement toutes elles dépassaient les 0,2. Et là, la norme française est passée à 0,9 pour qu'on puisse continuer à distribuer l'eau. Alors, sur la question des pesticides, il n'y a pas de secret. On ne va pas pouvoir les enlever, mais de toute façon, si on les retrouve, c'est qu'ils ont fait du mal partout où ils sont passés, sur le sol. Et la solution, c'est de ne pas les utiliser.
Alors, avant de partir, j'avais essayé de mettre en place aussi, un peu comme la loi Labbé, faire en sorte que sur tous les périmètres de captage, on s'interdise d'utiliser les pesticides. Là encore, le lobbying a fait que ça n'a pas pu avancer, mais il faudra bien qu'on avance quand même là-dessus. Parce que c'est vrai, il y a eu deux problèmes, la quantité de l'eau, parce que c'est un vrai sujet, mais il y a aussi la qualité. Et moins il y a d'eau, plus c'est concentré, plus c'est pire encore. Donc ouais, ça fait partie des sujets majeurs. Et nous sommes concernés dans les Landes avec des captages, avec des dépassements des améthanochlores qui sont des herbicides du maïs. Et au niveau Nouvelle-Aquitaine, en 10 ans, il y a eu 600 aires de captage qui ont été fermées. Donc voilà, c'est une question, un problème. Vous avez d'autres questions ? Oui, je voulais vous poser une question qui peut sembler un petit peu plus personnelle. Comme vous avez dit que vous étiez, quand vous étiez enfant, vous étiez plus timide, très réservé. Et je voulais vous demander comment on passe d'un petit garçon timide et réservé à sénateur, sachant que, comme vous l'avez dit, quand on passe de sa petite campagne à Paris, c'est quand même un autre monde, et le monde de la poésie en particulier, ça a l'air quand même compliqué. Et voilà, c'est ma question. C'est bien que vous me la posiez, cette question-là, parce que je reparle, le film, les gens, j'ai assisté à pas mal de débats suite au film, et donc tout ça transparaît, le fait que je suis très, très timide et tout. Et plusieurs personnes m'ont dit, après avoir vu le film, pour moi, personnellement, ça m'encourage et ça me donne confiance que finalement, on peut partir de très loin et y arriver. Alors, c'était maladif, hein, ma timidité de gamin. J'aimais être tout seul parce que voilà. Donc c'était maladif. Ado, c'était aussi maladif. J'avais commencé à faire la fête et je picolais pas mal parce que je pouvais plus m'exprimer parce que j'étais désinhibé. Voilà. Mais après, ça m'est toujours resté. Quand j'étais adjoint au maire, il fallait faire des prises de parole. C'était très compliqué au début. Après, je deviens maire, c'était pareil. Mais comme j'étais connu, alors tout le monde connaissait pas mes travers, mais ma façon approximative de parler, et ça faisait partie du personnage. Seulement, après, quand je suis arrivé au Sénat, là, ça ne peut plus marcher comme ça. Et le réalisateur qui m'a pris en main quelque part, il m'a énormément apporté parce qu'il y a un moment où il faut travailler. Alors, la première des choses, c'est avoir confiance en soi, mais c'est par le travail qu'on finit par avoir confiance en soi. Et puis après, une fois que c'est parti, on y arrive. Mais il n'empêche que je reste encore timide, même si ça ne se voit pas trop. Vous avez d'autres questions? Non? Pas particulièrement. On peut prendre peut-être la suite, parce que je t'ai coupé un peu, peut-être tu avais des choses encore à nous dire. Et sur le livre. Si tu as des questions, j'y réponds. Moi, je crois que j'ai posé... Après, il y a la deuxième partie, donc je t'en poserai tout à l'heure lors de la table ronde, mais particulièrement par rapport au livre. Moi, ce que je vois en tout cas, c'est que tu es un politique pas comme les autres. Et c'est ça aussi qui a été... beaucoup de personnes maintenant ne croient plus en la politique parce qu'il y a beaucoup des éléments de langage, des phrases toutes faites, des gens qui en fin de compte n'ont pas l'intention et des convictions. Et c'est ce qui m'a touchée la première fois que j'ai rencontré Joël. D'abord, je l'ai suivi par son travail. Et en 2016, ce qui m'a surtout marqué, c'est quelqu'un qui est vraiment en accord avec ce qu'il est. Et au risque d'être soi, ce documentaire que je vous invite à regarder, comme le livre que je vous invite à lire, c'est vraiment quelqu'un qui est resté lui-même et qui a osé être lui-même en face de gens qui portent des costumes cravates et des masques. Alors t'as mis la cravate, t'as su l'enlever un moment, d'ailleurs je crois que t'as mis un blâme à cause de ça, mais je crois que c'est vraiment important de redonner confiance à la politique. C'est aussi des gens qui portent des convictions, qui font des propositions, qui sont prêts à dialoguer avec des gens qui ne sont pas du même parti,
ce qu'a su faire Joël. Et c'est vraiment un exemple pour moi qui suis moi-même élue, d'ailleurs après t'avoir rencontré. Et vraiment dans mon action politique, c'était assez drôle d'ailleurs, puisqu'on a un peu le temps, au niveau du conseil régional, suite aux problématiques agricoles, a été menée une mission d'information et d'évaluation sur les pratiques agricoles et alimentaires, parce qu'on tient vraiment à faire le lien entre l'agriculture et l'alimentation. Et c'est un peu ce qu'a vécu Joël au Sénat, donc peut-être qu'on pourra en ressortir quelque chose de positif. Peut-être pas une loi, mais en tout cas des règlements d'intervention qui sont un peu plus adaptés aux demandes du monde agricole. Voilà, écoutez, je vous remercie d'avoir été présent. Joël est à votre disposition pour signer des autographes. Les livres sont sur la table, avec Aurore et la librairie Caractère, que je remercie beaucoup. Et puis aussi le maire de Moqueur et Benoît et Sophie. Et merci beaucoup d'avoir aussi communiqué sur ce moment, parce que c'est important qu'on puisse se rencontrer, qu'on puisse échanger, et que vous puissiez rencontrer un sacré bonhomme comme Joël. Voilà. Merci, je ne suis pas fait pour la politique, mais en fait la politique c'est l'affaire de tout le monde, à tous les niveaux. Et je crois que cet aspect est drôlement important. Il faut vraiment que la politique, elle arrête de n'être que dans les hautes sphères, avec les technos, avec les... véritablement la politique, il faut la réinventer là. Il y a plein de gens qui sont prêts, qui voudraient bien, mais il n'y a pas les clés. Je suis assez demandé, collège, lycée, j'étais à Sciences Po Lyon il y a 2 mois. Tous les jeunes, ils sont en demande de croire en quelque chose. Et on n'a pas les réponses collectives à leur donner. Pour moi, c'est drôlement important, que ce soit les jeunes ou les moins jeunes. C'est ensemble, parce que la situation, elle est très préoccupante. On va pas se voiler la face, mais par contre, elle n'est pas foutue, heureusement. Mais par contre, là, il y a à faire, il y a de quoi faire. Et c'est là où pour moi, ce qui compte beaucoup, c'est l'espoir. Donner l'espoir à notre jeunesse, ça, c'est drôlement important. Donner du sens. Et donner du sens. Et puis, pour parler de la politique, je vais vous citer celui qui a trouvé la meilleure des définitions de la politique. Il s'appelle l'abbé, mais il n'y a pas de lien de filiation entre lui et moi. C'était l'abbé Pierre qui a été député. Et il disait ceci: la politique, c'est l'art de rendre possible ce qui est nécessaire. Et je trouve que c'est une belle définition.